fait, les deux partenaires sont conscients dès le départ qu'ils s'engagent pour longtemps ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Donc ils ont intérêt à pas se tromper dès le Ils ont début. intérêt à ne pas se tromper dès le début, ni l'un ni Ouais. l'autre. Et c'est engagé pour plusieurs années, on est d'accord. C'est engagé pour plusieurs années minimum et parfois c'est même quelques décennies. Bonjour et bienvenue dans Masters of Tenders, le podcast qui vous dévoile le secret des entreprises, maîtres dans l'art de répondre aux appels d'offres. Je m'appelle Ayoub Beni, le CEO et le cofondateur de TenderCrunch. Ma mission, vous dénicher des idées et méthodes concrètes à appliquer immédiatement dans votre business et le booster grâce aux appels d'offres. Vous êtes prêts ? Allons-y. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Masters of Tenders. Cette fois, je vous ramène Fabrice Atteville, qui est un expert, un coach et un expert en appels d'offres, mais principalement dans des appels d'offres complexes. Donc je vais le laisser se présenter après ça. Ce qui caractérise Fabrice, je l'ai vu sur sa description LinkedIn, c'est qu'il a participé à 3,5 milliards d'euros d'appels d'offres, que ce soit... vous allez voir, il va vous expliquer tout ça. Donc Fabrice, bienvenue, merci d'être là. Bonjour, merci Ayoub. Eh bien, je te laisse le terrain. Est-ce que tu peux te présenter pour l'audience ? Tout à fait. Voilà, je suis Fabrice Atteville, je suis coach, formateur en appel d'offres complexe et j'ai passé 25 ans dans l'industrie où j'ai occupé de nombreuses fonctions, surtout spec marketing et vente, avec une formation d'ingénieur au départ. Et depuis quelques années, donc, j'ai décidé de mettre cette expérience au service des entreprises industrielles et technologiques, essentiellement dans les appels d'offres. Très bien. Mais quand tu dis appel d'offres complexe, parce que pour moi, c'est vrai qu'il y a des appels d'offres plus complexes que d'autres, mais c'est quoi un appel d'offres complexe ? Alors, un appel d'offres complexe, c'est un appel d'offres qui va avoir plusieurs des caractéristiques suivantes, et souvent il les a toutes en fait. Donc, si on se place du côté du client, on va parler d'un projet qui a des enjeux très importants pour l'avenir. Donc, on est face à quelque chose qui est transformatif, important pour l'avenir du client. Donc, à une échéance de 5, 10, 15, 20 ou plus. C'est aussi quelque chose, bien souvent, que le client soit n'a jamais acheté, soit n'a jamais acheté dans ce contexte spécifique-là. Donc, c'est compliqué d'acheter quelque chose qu'on n'a jamais acheté. Donc, c'est une difficulté supplémentaire. Ça veut dire aussi que du côté du client, ça va impliquer beaucoup de personnes. Et donc, ça va avoir une complexité organisationnelle. Maintenant, si on se passe du côté de l'acheteur, enfin du vendeur, pardon, du fournisseur, on va retrouver tout ça en miroir. C'est-à-dire que bien souvent, on va être face à une solution sur mesure qu'il va falloir concevoir à façon. Ça veut dire aussi qu'il arrive que ce soit quelque chose que le fournisseur lui-même n'ait jamais fait encore ou n'ait jamais fait de cette façon-là. Donc on a une dimension conception ingénierie qui est importante avec les risques qui sont associés. Ça veut dire aussi qu'on va impliquer énormément de profils différents, de parties prenantes différentes, avec là aussi des risques et une visibilité importante. Donc si on résume, un appel d'offres complexe, c'est quelque chose où des deux côtés, on va avoir beaucoup d'enjeux opérationnels, beaucoup d'enjeux techniques, donc avec des risques et des incertitudes. Ça veut dire qu'on va avoir une complexité organisationnelle et donc à l'arrivée, on va de fait avoir aussi des enjeux financiers qui sont importants. Et juste pour terminer, cerise sur le gâteau, ça veut dire aussi qu'une fois que les deux parties auront contracté, elles sont engagées ensemble pour longtemps et sans pouvoir entre guillemets, se sortir du contrat qu'elles ont signé. Parce que l'acheteur ne pourra pas remplacer son fournisseur, son partenaire comme ça. Et le fournisseur lui-même ne pourra pas sortir du contrat parce que s'il le fait, il y a énormément de conséquences juridiques, financières, d'image, de réputation, et donc personne ne peut se permettre. Donc en fait, les deux partenaires sont conscients dès le départ qu'ils s'engagent pour longtemps ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Donc ils ont intérêt à pas se tromper dès le début. Ils ont intérêt à pas se tromper dès le début. Ouais. Et c'est engagé pour plusieurs années, on est d'accord ? C'est engagé pour plusieurs années minimum et parfois c'est même quelques décennies. Donc les deux sont dans le même bateau et les deux sont de toute façon liés pour la durée du projet. C'est plus risqué pour l'acheteur ou c'est plus risqué pour la partie fournisseur plutôt ? Je dirais que c'est très risqué pour l'acheteur parce que l'acheteur, effectivement, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui est transformationnel pour son avenir. C'est quelque chose qui est décisif pour son avenir. Ça dimensionne son futur. Donc, s'il se trompe, il repart à zéro, entre guillemets. Et donc, il a perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent éventuellement.
Côté fournisseur, ça dépend. Ça dépend combien pèse le projet en question dans l'ensemble de ses activités. Voilà, mais ça reste quand même un risque souvent important. Voilà, Important. Et toi, quand tu interviens, tu es du côté acheteur ou plutôt du côté alors, je suis fournisseur? Ouais. toujours du côté fournisseur jusqu'à présent. Ok. Si je veux me faire une petite idée, par exemple, sur un montant d'un appel d'offres complexe, ça serait de l'ordre de combien? Alors c'est très variable. Effectivement, au vu de ce qu'on vient de dire, on est tout de suite à plusieurs millions d'euros et on est quand même très souvent à plusieurs dizaines, voire centaines, voire quelques milliards d'euros. C'est très variable, mais c'est pas tellement le montant qui définit la complexité. On peut avoir des appels d'offres entre guillemets simples de fournitures qui sont avec des montants très élevés. Si vous Oui. achetez, pour caricaturer, si vous achetez de l'imprimante, du papier pour les imprimantes de toutes les universités de France, ce sera un gros montant, ce sera pas forcément complexe. Complexe, oui, effectivement. Voilà. Donc, en fait, il y a une chose enfin, c'est principalement déjà quel domaine pour. C'est parce que moi, quand je pense à un appel d'offres complexe, direct, là, je me dis c'est des satellites, c'est des. Ouais, c'est des choses comme ça. Ouais. C'est des choses où il y a beaucoup d'ingénierie, beaucoup de technologie souvent, ou une complexité de conception, en tout cas, de services ou de systèmes. Donc on va retrouver ça dans tous les secteurs auxquels on faut penser les mots technologie, ingénierie. Donc on va retrouver ça dans l'industrie, dans le spatial, dans l'aéronautique, dans la défense, dans la cybersécurité, dans le génie civil, dans les infrastructures de transport, dans les services de transport, voilà, toutes choses où on propose quelque chose qui à chaque fois est complexe et unique. Très bien. Et toi, quand tu interviens, t'aides dans l'organisation, j'imagine, pour que les gens répondent à des appels d'offres, mais tu es aussi coach. Donc là, est-ce que tu peux faire un petit lien pour que je comprenne un peu mieux comment tu interviens et comment les profils comme toi interviennent dans des situations d'appels d'offres complexes? Alors, c'est un rôle hyper opérationnel en fait. C'est-à-dire que moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que l'équipe du client, l'équipe de réponse, qui peut être une grosse équipe, donne le meilleur d'elle-même. Et c'est vraiment cette notion-là, c'est vraiment la notion de donner le meilleur de soi, c'est-à-dire d'aller plus loin que ce qu'on a produit jusqu'à présent en termes de qualité, de performance. Et donc, c'est un rôle hyper opérationnel puisque c'est vraiment un rôle dans lequel je m'insère dans l'équipe et je guide l'équipe pour faire, je l'aide à faire, je fais avec elle, voire je fais parfois un petit bout pour elle quand c'est nécessaire. Donc c'est quelque chose qui est très hands-on. Okay. D'accord. Et ce qui est vraiment important, c'est la notion de je prends un coach parce que je veux aller plus loin. Si on veut faire une comparaison, une analogie pour bien comprendre. Là, je vais te faire une grosse révélation, tu vas voir, donc j'espère que tu es assis, parce que tu vas voir, c'est incroyable ce que je vais te dire. Tu connais le joueur de tennis Djokovic? Oui. Bon, Djokovic, il a gagné 100 tournois, 24 grands chelems, 7 Masters. Donc on peut considérer que c'est un des plus grands joueurs de tous les temps, donc c'est un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps. Effectivement. Alors, je vais te faire une confidence, tu vois, c'est incroyable. Tous les matins, à l'entraînement, sur le bord du terrain, il y a un coach. Oui, ça me semble logique. Ouais, ça semble logique. Oui. Eh ben, on pourrait dire la même chose de Nadal, de Federer. Et un truc incroyable, c'est, tu connais Léon Marchand? Oui. On est d'accord, il sait nager. Tous les jours, au bord de la piscine, il y a un coach. Et c'est pareil pour les frères Lebrun. Tous les jours, à la salle d'entraînement, il y a un coach. Et c'est pareil pour tous les sportifs de haut niveau, pour tous les champions. C'est pareil pour tout, par exemple, les musiciens. La Calas a un professeur de chant. Tous les chanteurs lyriques ont des professeurs de chant. Les concertistes d'instruments ont des professeurs d'instruments. Et pourtant, on est d'accord que tous ces gens-là, ils maîtrisent déjà leur domaine. D'accord. Oui. Donc, ce qui est important, c'est sûr qu'il sait jouer au tennis, quoi. Ce qui les relie tous, c'est qu'en fait, ils considèrent qu'ils doivent encore aller toujours plus loin. Donc, et c'est ça la notion d'aider les équipes à donner le meilleur d'elles-mêmes, quelle que soit leur situation actuelle. Se faire aider, c'est pas une question de où on est, c'est une question de où on veut aller. D'accord. Se faire coacher, c'est une question de où on veut aller. Donc, en fait,
Euh, c'est pas le besoin des gens qui savent pas faire, c'est l'état d'esprit de ceux qui veulent aller Aller encore plus plus loin. loin. Aller C'est vrai plus que loin. se faire coacher en France, c'est pas très à la mode. Ouais. Parce que c'est Mais perçu en France, c'est perçu comme un aveu de faiblesse. ouais, Et ça veut dire peut-être que ouais, c'est une grosse différence culturelle avec notamment les pays anglo-saxons, où la pratique du coaching est beaucoup, oui, beaucoup plus développée. Parce c'est que dans clair. les pays anglo-saxons, se faire aider n'est pas un aveu de faiblesse, n'est pas perçu comme un aveu de faiblesse, c'est perçu comme une preuve d'ambition. Et donc, c'est pour ça que quand on regarde bien, les activités de coaching au sens large, hein, d'ailleurs, hein, pas que dans les appels d'offres, hein, mais c'est vrai dans les appels d'offres, sont beaucoup plus développées dans les pays anglo-saxons que en France, par exemple. Ok. Et du coup, un appel d'offres complexe, tu as dit, ça Mm. peut durer déjà pour gagner un appel d'offres Ouais, complexe, ça peut durer des années, ouais. voire plusieurs années même. Alors, c'est souvent des procédures qui sont longues, Oui, parce que justement, du fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes, il y a un temps de convergence qui est long, il y a plusieurs tours, voilà, c'est souvent sous forme de dialogue entre le client et ses fournisseurs potentiels. Donc il y a 3, parfois 4 tours successifs. Et tout ça va s'étaler sur plusieurs mois, voire 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est des procédures qui sont très longues et c'est quelque chose qui fait partie de la difficulté à gérer. d'accord. Sachant que une bonne partie se joue aussi avant la consultation. Donc on rallonge d'autant le Oui, délai, le délai du projet. on va revenir sur la partie avant consultation, mais juste sur la partie appel d'offres complexe. Mhm. Qu'est-ce qui est vraiment différent d'un appel d'offres? Enfin, est-ce que tu peux me dire la procédure, par exemple? Est-ce que ça commence par un RFI, ensuite c'est Ouais. un RFP, et ensuite c'est une première phase de RFP, et enfin, comment Alors ça se il y a toute une décompose? phase effectivement de maturation du client avant, dont le RFI est peut-être une des étapes. Et il y a souvent un RFI, effectivement. Arrive la RFI, phase c'est un de Request for Information pour ceux information. qui ne savent Donc, pas, oui, voilà. voilà. Request for information, donc c'est une phase où c'est une consultation, le client consulte le marché et demande des informations de façon plus ou moins formelle, mais au fournisseur potentiel. Donc c'est une espèce de benchmark. Oui, Voilà. Et ensuite, à un moment donné, le client, il a effectivement réussi à établir un cahier des charges, une consultation, donc il va émettre la RFP. Et à partir de ce moment-là, il y a plusieurs façons de procéder, mais souvent en complexe, c'est plutôt sous forme de dialogue compétitif. Donc il y a des allers-retours qui se font, et donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs tours d'offres pour converger à la fois techniquement et financièrement vers quelque chose qui est complètement conforme à ce que le client attend. Prenons l'exemple, par exemple, Mm. enfin, la construction d'un grand, Mm. j'ai envie de dire, un pont Ouais. très compliqué Mm. en termes d'ingénierie. Mm. Euh, Ça veut dire que le client sait au début qu'il doit faire un pont, mais il a aucune idée de comment il doit le faire et il veut savoir c'est quoi les Voilà. dernières technologies pour Ouais. faire les meilleurs ponts possibles et les plus. Exactement. Ok, On est sur des sujets sur lesquels, comme on l'a dit, le client, bien souvent, déjà, il a besoin de répondre à un problème qui est un problème dimensionnant pour son avenir. Donc, il a la notion de ce problème-là à résoudre. Par contre, il n'a pas forcément une idée très précise de comment il va le résoudre. Donc, il va passer par toute une phase de maturation pendant laquelle il va devoir se faire son idée sur quelles sont les différentes solutions possibles pour résoudre son problème, ok, quelle est la solution la plus adaptée, et ensuite, une fois qu'il a choisi le type de solution le plus adapté, qui lui paraît le plus adapté pour lui, comment il va la définir, comment dire, élaborer un cahier des charges pour la définir précisément, pour que les gens puissent se positionner. Et donc, c'est important de comprendre qu'on est dans un domaine dans lequel il y a une phase de maturation du client qui oui. est extrêmement importante parce que voilà, il peut pas, il se lève pas comme ça un matin en disant je vais acheter ceci ou cela et ça se passe la semaine d'après, c'est pas possible. Ok. Et donc cette phase-là de maturation, c'est une phase où réellement les entreprises commencent déjà à réfléchir à comment ils pourraient Bien sûr. faire ce pont-là Mm. et proposer des limites des Exactement. designs du pont avec potentiellement une fourchette de Exactement. prix, comment ça se ferait, etc. Ok. C'est une phase, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que le client, comme c'est la première fois qu'il achète ça, ou comme c'est en tout cas la première fois qu'il achète ça dans ce contexte particulier,
il va pas pouvoir imaginer tout seul quelle est la solution qu'il va acheter. Donc, pour pouvoir imaginer cette solution, il va forcément aller collecter de l'information sur qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible, combien ça coûte, qui sait faire quoi, etc. Donc ces informations-là, il va aller les chercher sur le marché. Et forcément, pour collecter ces informations, il va aller voir les différents fournisseurs potentiels. Et donc, il va échanger avec eux pour se faire son idée. Et c'est dans cette phase-là, en fait, où les fournisseurs vont avoir l'opportunité de modeler la vision qu'a le client de son projet de façon à ce que cette vision corresponde plus ou moins à leur solution à eux. Donc, c'est là où on influence l'appel d'offres en quelque sorte, on l'oriente. On influence l'appel d'offres, on oriente l'appel d'offres, on a la possibilité de le faire en tout cas. Évidemment, chacun des fournisseurs potentiels va essayer de tirer la couverture de son côté. Donc, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Il n'y a rien d'illégal, c'est juste un processus naturel où un client a besoin de se faire une idée précise de ce qu'il veut, alors qu'il part d'une situation où c'est relativement flou. Et donc forcément, pour se faire une idée précise, il va discuter avec différents partenaires possibles qui chacun vont lui raconter l'histoire qui, entre guillemets, eux les arrange quand même un petit peu le plus. Ok. Et donc ça va se retrouver forcément à un moment donné dans les exigences, dans les RFP. C'est ça que tu appelles la capture. C'est ça qu'on appelle la capture. Donc la capture, c'est toute la phase, entre guillemets, avant-vente, avant, qui consiste à faire en sorte, pour un fournisseur, d'arriver à orienter, à faire en sorte que la future consultation ressemble à ce que lui est son terrain de jeu préférentiel en termes de solution. Okay. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la capture. Et donc pour faire un petit peu encore une analogie sportive, si on revient au tennis, dans un match de tennis, vous avez deux phases. Vous avez toute la phase du match qui vous permet d'arriver à la balle de match, et vous avez la balle de match. Et donc toute la phase qui vous permet d'arriver à la balle de match, c'est la capture. Oui. Et ensuite, la phase de RFP, c'est la balle de match. Mais pour autant, c'est pas parce que vous êtes arrivé à la balle de match et que elle est pour vous, dire qu'entre guillemets la RFP ressemble à ce qui vous est favorable, vous allez l'emporter, il faut bâcler la balle de match. Parce que si la balle de match, vous la jouez mal, eh ben, vous pouvez encore perdre le match. T'as une anecdote réussite ou la réussite, oui. Moi, alors, des captures ratées, il y en a beaucoup plus que des captures réussies, par définition. Bien entendu. Puisque pour chaque appel d'offres, il n'y en a qu'un fournisseur potentiel qui, entre guillemets, réussit à bien orienter le cahier des charges. Et tous les autres, ont moins bien réussi. Oui. Une capture réussie, c'est typiquement quand on retrouve dans un cahier des charges une fonctionnalité, une exigence qui correspond par exemple à une fonctionnalité qu'on a que les autres n'ont pas et dont on sait qu'ils ne pourront pas les avoir parce qu'elle est protégée par un brevet ou quelque chose qui est difficilement imitable. Là, quand on arrive à avoir ça, on sait qu'on a fait un bon travail. Une bonne capture. Oui, du coup, c'est très difficile théoriquement, si tu arrives à intégrer ça au RFP à sa sortie, c'est que forcément, tu as gagné. Ouais, exactement. Là, tu as la balle du match. Tu as la balle de match. Pour autant, la tentation peut être grande de bâcler un petit peu la réponse, qui est une grosse erreur. Oui. Parce que la balle de match, il faut la jouer comme tous les autres points avant, avec la même détermination. Okay. On compte pas les matchs de tennis où un joueur a eu des balles de match et il a fini par perdre le match. Hein. Donc c'est aussi, on a fait un bon travail en amont, et c'est pas une raison pour. Il faut continuer l'effort. Et quand on a récupéré quand on a fait cette capture comme il faut, ensuite on passe sur la deuxième phase, j'imagine, c'est vraiment faire la réponse. La réponse. Ouais. Moi, je trouve que c'est un peu un petit challenge aussi, c'est que vu que l'appel d'offres il dure des années, comment tu fais pour que les équipes restent dedans ou reviennent dedans facilement tout le long de ce cycle-là? Parce que j'imagine qu'ils ne sont pas à plein temps dessus, ils ont leur métier. Enfin, comment ça se passe? Alors, tu mets le doigt sur deux des difficultés des appels d'offres complexes. La première difficulté, déjà, c'est que l'équipe de réponse qu'on va constituer, en général, comme il faut beaucoup de compétences, beaucoup d'expertise, elle est souvent constituée de personnes qui ont un boulot par ailleurs.
Voilà, donc c'est une des premières difficultés, c'est d'arriver à créer, consolider, motiver une équipe constituée de gens qui n'ont pas forcément demandé à être là et vont devoir collaborer pendant un certain temps, à côté ou en plus du boulot qu'ils ont à faire par ailleurs. Ensuite, effectivement, l'autre difficulté, c'est que, comme on l'a dit, ça va durer longtemps, il va y avoir plusieurs phases. Et vu que souvent ce sont des grosses équipes et que ça coûte quand même très cher, entre différentes phases, les gens ils vont retourner à leur métier, à faire autre chose. Et par exemple, on va faire une réponse, premier tour, on fait la réponse. Donc voilà, on a passé, je sais pas, 2, 3, 6 mois, parfois plus, à faire la réponse, et on a remis la réponse. Le client lui-même, il faut du temps derrière pour dépouiller ça. Ouais. Et donc, il va mettre 3 mois. Et puis, on va être convoqué à un oral, par exemple. Donc là, il va falloir remettre l'équipe en route pour préparer l'oral. On va passer l'oral. Voilà, ça va durer peut-être préparation orale, ça va peut-être durer 3 semaines ou un mois. Et puis, le client, il va repartir dans sa grotte, et puis il va retravailler tout ça, et puis il va ressortir un cahier des charges, par exemple, mis à jour, sous la base de ce qu'il a reçu. Je sais pas, un mois encore ou 2 mois après. Et donc là, l'équipe à nouveau se reconstituer. Il va falloir aider les gens à replonger, Se remettre dedans, quoi. se remettre dedans. Quelque chose qu'ils ont abandonné depuis plusieurs mois et ils sont passés à autre chose. Et il va falloir les remotiver, les ressouder autour du projet. Donc ces cycles cette cyclicité très intensité, puis plus rien, puis intensité, puis plus En rien. yo-yo, ouais. Le yo-yo est difficile. C'est un des paramètres qui est difficile à gérer en termes de motivation et d'implication des équipes. Et ça se gère comment? Ça se gère avec la gestion de projet, avec, je sais pas, du team building? C'est quoi Ça se le... gère, ouais, là, on est vraiment dans le savoir-faire des pilotes Ouais. de l'offre. Vraiment, là, on est vraiment dans la gestion des personnes, et dans la capacité à motiver les personnes et à les embarquer dans un projet. Donc là, ça dépend vraiment de chaque individu et de ses leviers de motivation, en fait. Ok. Et donc, pour toi, ça fait partie des enjeux vraiment de réponse aux appels d'offres complexes? Ça fait partie des enjeux parce que on peut avoir assez rapidement, au fil du temps, une usure Oui. qui se met en place. On peut arriver à créer une espèce d'enthousiasme au début parce que c'est nouveau, c'est un projet important, une visibilité, on finit par être content d'y participer et d'être fier d'y participer. Et puis ces hauts et bas font que quand on y redescend, il faut remonter. Donc oui, ça fait partie, c'est vraiment une difficulté spécifique des appels d'offres complexes que de gérer ces cycles-là. Ok. Et selon toi, c'est quoi ta méthode sur cette partie-là pour pouvoir rester à jour? J'imagine qu'il n'y a pas un seul appel d'offres, souvent il y en a plusieurs. Quel est, là, tu as dit ça dépend beaucoup de la capacité des directeurs de projet à réembarquer les gens, etc. Mais c'est facile à dire, je trouve. Mais concrètement, ça doit être vraiment un challenge, quoi. C'est un challenge. Donc c'est pour ça que je disais que ça compte vraiment, ça dépend vraiment de notre capacité à identifier quels sont les leviers de motivation de chaque personne. Ok. De façon à pouvoir les réembarquer et les remotiver quand il faut remonter en puissance sur quelque chose que elles avaient un petit peu elles avaient l'impression d'être passé un petit peu à autre chose. Vous savez, si on regarde un petit peu, c'est un petit peu pareil si vous regardez un petit peu dans le monde du cinéma, par exemple, quand vous voyez des acteurs qui tournent un film, quand vous les voyez à la télé faire la promo du film, souvent il s'est passé plus d'1 an depuis la fin du tournage. Oui. Donc eux, ils sont déjà partis sur autre chose, et en fait, c'est pour ça aussi qu'ils aiment pas faire la promo, parce que ils sont sortis du sujet. Ils sont sortis du sujet, en fait. Avec nos équipes en offre complexe, c'est un petit peu ça, en fait. Ils sont repartis sur autre chose, qui les a remotivés sur autre chose, et il faut les ramener. C'est comme un élastique, hop. Revenez. Ok. Donc vraiment, selon toi, de ce que j'ai compris, les deux enjeux, c'est réussir une bonne capture et réussir à garder un bon rythme avec les équipes pour les remettre dedans. Garder un bon rythme avec les équipes pour les remettre dedans. Et réussir une bonne capture, c'est vraiment fondamental. Je pense qu'il y a encore beaucoup trop d'endroits ou de cas dans lesquels on néglige complètement cet aspect-là. Et moi, je considère que ça représente c'est 70% du succès minimum. En réalité. Pourquoi c'est négligé, selon toi? Parce que on n'a pas conscience de l'importance que ça a. Parce qu'on
on a une mauvaise compréhension souvent de ce qu'est le projet du côté du client. C'est-à-dire qu'on a une mauvaise compréhension souvent que le client, il part d'une phase où il a juste identifié qu'il avait un problème à résoudre, et derrière, il a toute une phase de maturation à traverser pour avoir enfin compris ce qu'il voulait utiliser pour résoudre ce problème. Et toute cette phase-là, elle est longue, et c'est là où on a le plus de levier entre les mains pour aider le client et donc bien se positionner dans son esprit. Et cette phase-là, c'est souvent très sous-estimé en fait, l'importance La capture. de ce moment-là. Ouais. Très bien. Pour revenir là sur les dernières évolutions, sur les outils digitaux, sur l'IA, etc., comment ça peut intervenir sur l'évolution, enfin, ou la- sur la réponse à appel d'offres complexes, tout simplement. Alors c'est vrai que bon, le sujet IA, il est sur la table partout depuis maintenant voilà, un peu plus de 2 ans, et forcément il est sur les appels d'offres. Donc Oui. on voit émerger beaucoup de plateformes, d'outils basés sur de l'IA pour l'aide aux appels d'offres. Comme TenderCrunch. Voilà, par exemple. Oui. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que ces outils peuvent aider à faire gagner, font gagner du temps, peuvent faire gagner du temps. Oui. Par contre, ils permettront pas de faire gagner un appel d'offres. Oui. Dans la majeure partie des cas. En tout cas, pas dans un appel d'offres complexe. Comme je dis toujours à mes clients, un appel d'offres complexe, ça se gagne sur ce que le client n'a pas écrit. Et ce que le client n'a pas écrit, aucune IA n'y pourra jamais rien. Ça, c'est sûr votre et connaissance certain. du client. Ouais. C'est votre intimité avec le client, d'où encore on revient à l'importance de la capture. Parce que c'est là que ça se crée. Et alors, les plateformes IA vont être très utiles sur tout ce qui est relativement récurrent, répétitif. Donc, par exemple, toute la partie administrative, toute la partie conformité, conformité réglementaire, enfin tout ce qui est un petit peu les normes, tout ça, voilà. Oui. Tout ce qui est déjà bien documenté, qui revient toujours à la même façon, etc. Dans un appel d'offres complexe, ça reste quand même une partie c'est une étude complète qui est faite. C'est une étude complète qui est faite. Dans un appel d'offres complexe, cette partie-là, en réalité, elle est relativement marginale en termes d'effort. En fait. Par contre, il y a des domaines où, effectivement, cette partie-là, elle est très importante. C'est même l'essentiel du travail. Si vous prenez le cas, par exemple, des fournitures médicales, oui. Les fournitures médicales, les appels d'offres, souvent, c'est quoi? C'est un produit qui est standardisé, c'est la conformité à la réglementation, et c'est du prix. Oui. Bon, une fois que vous avez dit ces 3 choses-là, en réalité, effectivement, vous pouvez automatiser énormément de choses. Ça peut s'industrialiser, oui. Ça peut s'industrialiser, voilà. Et là, on n'est plus dans le complexe, on est dans la fourniture. Oui. J'imagine mal une IA faire l'étude pour faire un pont entier pour une ville. Par définition, ça n'a jamais été fait. Donc, oui. Alors, ça ne veut pas dire que les équipes de conception, de bureau d'études, ne vont pas utiliser elles-mêmes des outils d'IA Bien sûr. spécifiques pour faire leurs travaux. Par contre, c'est pas, dans la majorité des cas, c'est pas un outil d'IA appel d'offres qui va changer la face du monde et vous permettre de gagner. Oui, sur les appels d'offres complexes, c'est une autre Aujourd'hui, histoire. je ne dis pas que ce ne sera pas le cas dans 5 ans, j'en sais rien. Ouais, avec ce qui se passe, franchement. Voilà. Donc voilà, je pense que ça veut dire aussi que y a potentiellement beaucoup de choses à penser, à réfléchir en termes d'IA sur ces sujets-là. Très bien. Donc pour finir, selon toi, quels sont les conseils que tu pourrais donner à une entreprise qui débute dans les appels d'offres complexes? Alors je ne vais pas parler pour moi, mais c'est de se faire aider, simplement. Et c'est pas seulement vrai pour celles qui débutent, c'est vrai pour toutes. Voilà, comme on l'a dit, c'est pas une question de où on en est, de quel niveau de compétence on a, c'est une question de où on veut aller. Et donc, en réalité, ça veut dire que potentiellement, tout le monde a des bénéfices à se faire aider. Au tennis, il y a des coachs du débutant jusqu'au grand joueur de l'histoire. Donc, c'est vraiment une question de où on veut aller. Donc, en réalité, le coach, il est là pour vous aider à voir ce que vous ne voyez pas parce qu'il a le regard extérieur. Okay. Voilà, il voit ce que vous faites
et ils voient ce que vous pouvez faire mieux. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'encourage à faire parce que, comme je disais, comme on l'a dit au départ, Oui. beaucoup de nos concurrents, beaucoup des concurrents des entreprises françaises dans d'autres pays ont beaucoup plus cette culture-là de se faire aider. Donc, ils ont une puissance de feu, ils se donnent une puissance de feu plus importante. Clair. Du coup, un dernier mot pour les auditeurs qui souhaitent se lancer dans le domaine? Allez-y, parce que en fait, quand vous allez sur les appels d'offres complexes, vous rentrez dans une capacité à vous protéger de la concurrence, parce qu'il y a quand même des barrières à l'entrée qui sont importantes. Mm. Donc c'est aussi une des caractéristiques de ces domaines-là, c'est qu'il y a peu de compétiteurs en général, parce qu'il y a peu de gens qui sont capables de faire ce que les clients demandent. Et donc c'est aussi des domaines sur lesquels vous allez pouvoir nouer des relations de long terme avec vos clients. Donc voilà, ça en termes de développement du business, ça vous donne quand même des perspectives sur une solidité sur le long terme. Des risques associés, évidemment. Bien sûr. Et donc, allez-y, n'hésitez pas. Super. Merci beaucoup Fabrice pour cet échange. Merci Ayoub. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses, des pépites, comme j'aime dire dans cet épisode. En tout cas, j'ai apprécié échanger avec toi sur ce sujet en particulier. Pour les auditeurs qui veulent te contacter, comment ils peuvent le faire? Nous nous trouvons facilement sur YouTube ou sur mon site internet value-up.com. Très bien. VALYOU-up. Eh bien, je les mettrai dans la description de l'épisode. Merci. Avec grand plaisir. Eh bien, merci beaucoup Fabrice. Merci beaucoup Ayoub. Merci d'avoir écouté cet épisode de Masters of Tenders. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Votre soutien est vraiment crucial pour faire découvrir ces épisodes au plus grand nombre. Enfin, si industrialiser vos processus de réponse aux appels d'offres est dans vos objectifs, découvrez TenderCrunch. Notre logiciel utilise l'intelligence artificielle pour automatiser et simplifier ces processus, augmentant ainsi la qualité de votre réponse et vos chances de succès. Merci pour votre soutien et à bientôt pour un nouvel épisode de Masters of Tenders.